Un atelier clandestin, quelque part en France. C'est d'ici que nous allons plonger dans les mémoires du Pays basque français et exhumer une histoire dont Paris garde une partie des secrets. Celle du GAL. 3 lettres qui couvrent une guerre sale et un scandale. Entre 1983 et 1987, le GAL, groupe antiterroriste de libération, a frappé sans relâche dans les rues du Pays basque français. 27 meurtres. Des escadrons chargés d'éliminer les séparatistes basques de Théa. Mais leurs balles ne visent pas uniquement les militants. Ils assassinent aussi des hommes et des femmes happés par ce combat aveugle qui ne se dit pas. Cette officine, le GAL, compte des ministres, des hauts gradés, et parmi ses complices, bon nombre de Français. Pendant que la terreur se déploie, le gouvernement français a-t-il choisi de détourner le regard pour ménager ses relations diplomatiques avec l'Espagne? Il faut arpenter les rives de la Bidassoa et les rues du Petit Bayonne pour ressusciter les destins tragiques de ces femmes et de ces hommes, victimes oubliées d'une guerre qui n'a jamais dit son nom. C'est ici, au bord de la Nive, que débute cette histoire. Dans le Petit Bayonne, où de nombreux Basques espagnols, fuyant les brutalités du franquisme, se sont réfugiés dès 1939. Ce quartier historique est un dédale de rues où se concentrent de nombreux bars. Chaque soir, comme un rituel, les réfugiés basques s'y retrouvent. Ils deviennent alors des cibles faciles pour les tueurs du GAL. Pendant 3 ans, dans cet espace concentré, entre le commissariat et le Châteauneuf, les mercenaires commettent une dizaine d'attentats. 9 personnes sont assassinées. Ces ruelles paisibles, ces façades silencieuses, portent en elles la mémoire des crimes passés. Bar Etchabé, 4 blessés. Bar des Pyrénées, 1 mort. Montbar, 4 morts. Mitraillage du Batchoki, 6 blessés dont 2 enfants. Bar Cayetenia, où le GAL revendique le premier assassinat d'un réfugié. Sur cette place furent enlevés 2 jeunes militants, Rochi Sabala et Rochéane Lassa. Torturés et exécutés, leurs corps coulés dans la chaux vive furent retrouvés en 1995 au sud de l'Espagne. Le souvenir de ces années-là demeure profondément ancré dans la mémoire de ceux qui les ont vécues. Arratsaldeko 7 inguruan, beraz, entzun genuen arrabots oso bitxia, eta oihu batzu karrikan berehala atera ginen, eta joan ginen Kaiet ostatura, eta han, beraz, berehala ikusi genuen, lehenak ginen nahi baduzu, eta ikusi genuen, beraz, Kaiet refusiatu gazte hori ezagutzen genuena, hori serbitzatzen baitzuen Kaiet ostatuan, eta hor zen lurrean tiro bat buruan. Berehala jendea hor bildu zen, aldi oro hortaz hitz egiten gudanean, badut emozioa igotzen dena, 40 urte eta gero, oino. Hala, beraz momentu biziki azkarra, jendea urbildu zen, hasi ginen horruka, haserre bizian, haserrea eta, ez dakit, haserrean ustez zen nausitzen. Au début, il y a des choses bizarres qui se passent et vous mettez du temps, en tout cas quelques mois, à comprendre qu'il y a quelque chose de systémique qui a été mis en place. Non seulement il y a des assassinats, des enlèvements,
qui sont faits avec des moyens assez professionnels, mais en plus qui ont l'air d'être couverts par les autorités politiques et judiciaires et policières de l'époque. Il y avait quand même une ère de suspicion extraordinaire, puisque le GAL était capable, ou en tout cas les GAL ou les groupes des GAL étaient capables d'intervenir et d'agir, y compris au centre même des rues du Petit Bayonne, qui était considéré à l'époque comme étant le terrain par excellence du militantisme basque, de manière générale, et des réfugiés de ETA en particulier. Ils étaient capables d'intervenir jusque-là, ce qui était quand même une démonstration de force absolument incroyable, là où les réfugiés, pendant la période franquiste, les membres de l'ETA pouvaient considérer les rues de Bayonne comme étant un espace sécure, ou en tout cas plus sécure. Giroa berezia zen jende guziarentzat, guretzat, errefuxiatuentzat, noski, baita ere poliziarentzat eta iduridu batzu hortaz, giroaz, hain zuzen, baliatu zirela, kontu batzu suritzeko edo hemengo militante batzuen aurka aritzeko. Mes amis me déposent à l'entrée du parking, je vais jusqu'à ma voiture, j'ouvre la voiture, je rentre dans la voiture, je mets le contact sans fermer la portière de ma voiture, un réflexe habituel, dirons-nous, quoi, pour ne pas passer son temps à regarder sous la voiture pour voir s'il y avait quelque chose, et au moment de démarrer, la voiture explose. Je suis projeté à l'extérieur par le souffle de la bombe, et j'ai, dans ma malchance ou dans ma chance, une voiture, une Renault 14 qu'on appelait les fameuses poires, qui avait un toit ouvrant en tissu. Ce qui fait que la déclaration de l'explosif est partie vers en haut et m'expulsait vers l'extérieur. 3 jours plus tard, le 4 février, il y a une voiture qui explose avec un Aversa allé à l'intérieur, rue dans le Grand Bayonne, et c'est exactement la même voiture, une 4L fourgonnette que j'avais, puisque la première avait sauté, que j'avais là, et que j'avais garé la mienne 3 voitures plus loin, parce que j'avais ma copine qui habitait dans le coin. Ça veut dire qu'ils se sont trompés, et la deuxième fois, au bout de 3 jours, ils ont retenté de m'éliminer, quoi. Il avait été constaté ou vérifié que l'explosif qui avait été utilisé contre moi était un explosif militaire français. Donc il n'en revenait que, quelque part, des policiers français avaient donné de l'explosif et une somme d'argent, puisque ma tête était mise à prix à 500 000 francs, pour qu'ils réalisent cet attentat. C'est pour ça peut-être qu'il y a eu aussi 2 attentats, parce que tant que j'étais pas mort, eh bien, ils n'étaient pas payés, les mercenaires, quoi. Le GAL, groupe antiterroriste de libération, spécialisé dans l'exécution des séparatistes basques, a revendiqué hier soir l'attentat qui a coûté la vie à Rafael Eroskin, un réfugié espagnol qui rentrait chez lui en voiture après sa journée de travail à Saint-Étienne de Baïgorry. C'est la 7e victime du GAL en territoire français depuis le début de l'année. Nous, dans le quartier, c'est vite devenu une affaire de surveillance et de prudence, voire de parano permanente. En tout cas, j'étais ultra sur mes gardes, et parce que moi-même, j'ai fait partie d'un groupe qui a été menacé par le GAL. Là, j'avais mon fusil de chasse dans mon appart, et quand je sortais dans le Petit Bayonne, aller prendre mon café ou quoi que ce soit, j'allais avec un gilet pare-balles sous une veste ou sous un tricot. Irrealista da. Nahi du, me badakit lehen aldian hori nik hartu nuenean otua bakarrik, motorrea piztu aintzin deitu nuela nire ama. Enfin, deitu, buruan. Zeta, zigarria da, enfin, izu, ez da bakarrik beldurra, izutua ginen. Etxetik ateratzean, eskuin esker begiratu esenez norbait, pistoleta batekin. Hori aipatzean, ez dakit nigar egin behar den, edo iriz eta
Le GAL, c'est l'importation d'un niveau de violence, de lutte, de répression qui n'avait rien à voir avec la réalité du Pays Basque Nord. Elle avait tout à voir avec la réalité du Pays Basque Sud. ETA, Euskadita Askatasuna, Pays Basque et Liberté. Depuis sa création en 1959, l'organisation lutte avec les armes pour l'indépendance du Pays Basque, après s'être érigée en fer de lance de la résistance au franquisme. À la mort de Franco, le tout jeune roi d'Espagne, Juan Carlos, désigné par le dictateur, inaugure la transition démocratique. La République est enterrée, le cadre politique choisi est la monarchie constitutionnelle. Cette période est jalonnée d'affrontements sanglants avec la police. Les comportements et les mécanismes légués par le franquisme ont survécu. Et la confrontation avec les mouvements de gauche est féroce. Pour maintenir l'unité espagnole, la transition, pragmatique, accorde davantage d'autonomie aux régions. Pas assez pour les Basques qui rêvent d'indépendance. ETA cible notamment les forces de sécurité et les fonctionnaires de l'État qu'elle considère comme des symboles de l'oppression espagnole. Le gouvernement français a décidé d'accorder le droit d'asile aux Basques espagnols qui sont réfugiés sur son territoire. Il y avait cette idée même qui était très présente dans la gauche française, que l'ETA, c'était une forme de résistance au franquisme, point barre. Et donc, extrader des étarras, pour reprendre la terminologie basque, extrader des étarras, c'était les remettre. C'était à la fois, porter atteinte à des résistants, c'est-à-dire à leur action de résistance, et les remettre dans les pattes d'une police, d'une justice qui était encore imprégnée de franquisme. En 1982, l'élection du socialiste espagnol Felipe González soulève l'espoir d'une rupture avec le franquisme. Une nouvelle page d'histoire s'ouvre pour le pays, avec à la clé 2 défis, l'adhésion au marché commun et la fin de la violence armée. Mais l'Espagne accuse la France d'héberger et de protéger des terroristes qui poursuivent leur campagne d'attentats en Espagne. Ce n'est pas acceptable pour Felipe González. En coulisses, il presse François Mitterrand de mettre fin à cette politique de tolérance. La France y répond favorablement. En 1984, Mitterrand signe 3 arrêtés d'extradition. Pour la première fois, un gouvernement français livre des réfugiés basques à l'Espagne. Ça a été un compromis qui a permis de satisfaire Felipe González, qui, je le répète, interpellait François Mitterrand de manière assez claire, assez nette sur le thème « François, j'ai besoin de ton aide pour conforter la démocratie espagnole. Les choses ont changé en Espagne, j'en suis la preuve. Ce n'est plus le franquisme qui dirige, mais c'est un gouvernement démocratique. Et socialiste comme toi, ça a joué un rôle majeur. Et j'ai besoin de ton aide, et donc il faut qu'on avance ensemble sur le dossier de l'ETA. » Comment on dit en espagnol? Donne-les-moi, dámele, non? Il donnait. Mais tout d'un coup, il avait un coup de téléphone. Je ne donnerai pas de nom, peu importe, de tel ou tel dirigeant espagnol. Allô, Pierre, j'arrive. Je suis à Paris. Je suis venu à Paris pour te voir. Alors, c'était les seules personnes au monde, les seules personnes en Europe qui pouvaient se permettre, qui pouvaient s'imaginer, qui pouvaient appeler le ministre de l'Intérieur ou le ministre français et lui dire j'arrive, c'était les Espagnols. On était tellement copains que mais c'était une situation très, très compliquée. Je pense que Pierre Joxe, le grand ministre de l'Intérieur, s'est fortement penché sur le problème, sur ses dysfonctionnements bien sûr, et le fait de vouloir relever le niveau de coopération de façon importante. À chaque réunion qu'il avait à Madrid, il s'arrêtait à Bayonne pour nous faire une réunion de travail et décliner la stratégie et les instructions qu'il fallait appliquer. Les réfugiés ne sont plus les bienvenus. Le ministère de l'Intérieur diffuse une circulaire invitant toutes les personnes sans statut à quitter le territoire français.
il plonge dans la clandestinité. Les discrètes traversées de nuit de ce pont entre la France et l'Espagne, celles des réfugiés d'autrefois, ne sont plus désormais qu'un lointain souvenir. Pour les autorités françaises, ce qui est important, c'est que les attentats et les activités des GAL sont concomitantes des demandes diplomatiques espagnoles d'une plus grande coopération dans la lutte contre ETA et le terrorisme de manière générale. Et donc, très rapidement, les autorités françaises font le lien entre les activités des GAL et les demandes espagnoles, mais ne peuvent pas le prouver et n'ont pas intérêt. Pour que tout à chacun puisse être considéré dans son bon droit comme une démocratie, il convient de taire l'épisode des GAL et de le laisser dans le placard. Certains élus prenaient des positions publiques imputant les désordres causés par le GAL, par exemple, à la présence des réfugiés qu'il fallait donc expulser. On demande l'expulsion des cibles, puisque sans les cibles, il n'y a pas de tir sur elles. Et le pays reste tranquille. Au Pays Basque, sous le choc des attentats du GAL, la société se divise. D'un côté, élus et commerçants manifestent contre la présence des réfugiés basques. Ils les considèrent comme une menace à l'ordre public et à leur saison touristique. De l'autre, des voix s'élèvent contre les extraditions et les assassinats du GAL. Ils se font tuer comme des lapins, sans aucune défense. C'est très lâche, c'est d'une lâcheté incroyable tout de même. Les affrontements avec la police sont violents. Le socialiste Felipe González est désigné comme l'instigateur du GAL. François Mitterrand est accusé de complicité. Dès qu'il y a eu assez d'indices, ça devenait très troublant de penser que nos propres camarades de parti soit prenaient des décisions, soit laissaient prendre des actions, soit laissaient se développer des mouvements plus ou moins souterrains, plus ou moins clandestins, qui amenaient à tuer des gens en France. Et qui n'étaient pas forcément des gens qui étaient des combattants contre l'Espagne, pas du tout. Ça pouvait être des passants, les gens dans un bistrot, etc. Donc ça a été une très grande difficulté. Je veux dire que lorsqu'on se soupçonne les uns les autres entre deux gouvernements démocratiques, les uns soupçonnent que les autres arment des gens pour aller tirer des coups de feu contre des Pyrénées, et les autres considèrent qu'on ne les aide pas assez, qu'on est complice, et tout juste si on ne les aide pas, etc. Les conversations, on ne peut pas les retranscrire après coup, d'abord parce que c'est du passé, et ensuite parce qu'elles étaient extrêmement désagréables, extrêmement même parfois violentes. Pourquoi ? Parce qu'on avait, nous, des indices, et d'autre part, il y avait des morts en France. Et moi, je me faisais engueuler très régulièrement à l'Assemblée nationale, comme si c'était moi le responsable. Chaque fois qu'il y avait un type qui se faisait zigouiller au Pays Basque français, c'était moi le responsable, puisqu'on n'avait pas réussi à le protéger. On tirait dans les rues de Bayonne comme à la chasse. L'apparition des GAL, en 83, intervient dans ces discussions entre les deux gouvernements, entre les deux États au plus haut niveau politique, et il y a ce pavé dans la mare qui perturbe tout. Qui perturbe, et j'ose dire maintenant avec le recul, qui peut-être a facilité les choses. Pourquoi je dis que ça facilite ? Parce que quand cet élément intervient dans la discussion, du coup, sur ce dossier-là, il n'y a plus un pays demandeur et un pays réticent, il y a deux pays demandeurs de choses contradictoires. Donc ça voulait dire, si vous ne bougez pas sur les GAL qui agissent en France contre l'état de droit, et qui exécutent, qui enlèvent, qui torturent, y compris des gens de l'ETA sans doute, mais aussi des innocents qui n'ont rien à voir dans tout ça, et ce qui est pour nous insupportable, eh bien, il faut mettre fin à ça, et ça nous aidera, nous, à convaincre et à agir contre l'ETA, ou en tout cas à mettre fin au sanctuaire et à procéder à quelques extraditions. Donc cette phrase « Occupez-vous des GAL et nous nous occupons d'ETA » a facilité le compromis. C'est en ça que je dis que malgré lui, et paradoxalement, l'intervention des GAL a facilité le compromis franco-espagnol. Pourtant, derrière ce compromis, plane toujours l'ombre du GAL. Les familles de victimes racontent une histoire singulière.
Des tragédies familiales emportées dans le tourbillon d'un conflit qui résonnent encore aujourd'hui. Ni Argi Perurena naiz, eta Vicente Perurenaren, araba, Vicente Perurena galek hil zuen 1984ko otsailean. Aita eta bere laguna Angel Gurmindo, biak hil zituzten gure etxetik ateratzen zirelarik. Tirokatu zituzten hortxe bertan, etxeko atea itxi eta errepidean, 3 metrotan. Ama berehala atera zen etxetik eta orduan ikusi zituen maldan gora, ikusi zituen 2 pistolero eta tiratu zuten behar bada ama izitzeko, ez dakit, baina tiratu zuten berari buruz eta eman zuten autoaren birinan. 12 urte nituen. Beraz, hori gertatu zitzaion ere autoa konpartitzen zuela beste norbaitekin lanera joateko, eta pixkat gorago bazen auto bat atrabesatua, zeharka, eta 2 gizon, edo 3 ez dakit, barnean zirenak, beraz, haien zain nunbait, beraz eman zuten buelta erdi eta ihes egin zuen auto horreko ondutik. Auto hori segitu zuten Irungo mugaraino, eta zen muga zeharkatu zuen. Beraz, hori dena ikusiz, aitak salaketa bat jarri zuen Hendaiako komisaldegian, eta arratsean bertan eraila izan zen. Mon père est parti au travail comme tous les matins vers 7h30. Il m'a fait un petit bisou sur le front en me disant à tout à l'heure. Et puis il s'est arrêté le matin boire son café dans un bar qui s'appelait le Royal à Biarritz. Et en sortant du bar, et au moment où il a ouvert la portière de sa voiture, il a pris 4 balles dans le corps. Mon père a été victime d'un attentat. Il s'est fait assassiner par le GAL. L'attentat a eu lieu le 24 décembre 85 et il est mort dans la nuit du 3 au 4 janvier 86. À cette époque-là, j'avais 14 ans et mes parents qui étaient divorcés venaient de se remettre ensemble. Le GAL, déjà, on ne savait pas ce que c'était, on n'en avait jamais entendu parler. Enfin, moi, à mon âge, à 14 ans, je n'avais jamais entendu parler. Et notamment mon père, qui n'avait rien à voir avec cette histoire. On n'était pas du tout ni partisans de la cause, ni contre eux. Enfin, c'était un sujet qui ne nous concernait absolument pas. On est français. Moi, j'ai accompagné mon père, qui était donc ancien militaire et qui faisait tous les défilés du 11 novembre en tant que porte-drapeau. Nous a appris la Marseillaise. Enfin, il m'a appris la Marseillaise. Enfin voilà, il était gaulliste. Donc, en fait, je comprenais pas ce que venaient faire ces histoires chez nous, en fait, parce que c'était pas nos histoires, c'était pas notre affaire. Mais voilà, donc après, il y a des suspicions, des rumeurs, comme quoi mon père, comme il était électricien, il aurait pu faire partie, il aurait pu aider à fabriquer des détonateurs. La femme d'un ami de mon père est quand même allée dire à ma grand-mère oui, enfin, Robert, il a dû faire quelque chose quand même. On n'a pas pu lui tirer comme ça 4 balles dans le corps s'il a rien fait. À ma grand-mère, quoi, elle venait de perdre son fils. Voilà, et donc on était spectateurs de tout ça. Et du coup, tu peux pas en parler parce que les gens te jugent sans savoir. Ils te jugent et puis ils font leur petit film, quoi, leur histoire à eux. Donc il vaut mieux pas en parler, quoi. Un silence sidérant. Au début de l'année 1986, le GAL a causé plus de 40 attentats, 24 morts, des dizaines de blessés. Des entreprises employant des réfugiés sont détruites, des librairies incendiées, des restaurants mitraillés. Le département des Pyrénées-Atlantiques est l'un des plus surveillés. Certains mercenaires sont arrêtés par la police, d'autres pourchassés par des passants. La population vit dans la peur, constamment sur le qui-vive. Pourtant, aucune voix politique ne s'élève. On était tous à l'affût.
Et moi, je l'étais. Je l'étais parce que une semaine auparavant, il y avait eu l'attentat au Batsoki. À Saint-Jean-de-Luz, le GAL a déjà frappé à 4 reprises. En février 1986, il porte un 5e coup. Mais cette attaque marque un tournant décisif. Avec cet attentat, le mystère entourant les redoutables mercenaires commence à s'éclaircir. Le 13 février, le GAL cible le bar La Consolation. Il était à peu près 14 heures, j'étais en train de lire ma presse, de boire mon café, et j'entends une détonation. Je me suis retrouvé sous la table et entre les chaises en train de ramper, et je me suis tourné. J'ai vu dans l'embrasure une masse sombre, avec un pistolet qui, d'après moi, a tiré 5 fois. Pas plus. Parce que derrière le comptoir se trouvaient 2 gars qui travaillaient, 2 réfus, dont un, je le vois encore aujourd'hui, se cachant, prenant ce qui lui tombait sous la main de la vaisselle, se levant et jetant ça contre l'assaillant. Donc il l'a repoussé. On entend des coups de feu, plusieurs, et tout de suite après, il y a du vacarme. Il y a 2 hommes, un petit peu plus loin, qui arrivent en courant. Ça fait beaucoup de bruit parce qu'apparemment ils ont des grosses chaussures. Ce sont eux, en fait, qui arrivent là. Moi je me lève et c'est là que je vois Ramon, donc c'était un réfugié. Je le vois donc blessé. Je me souviens avoir vu au moins 2 trous d'impact de balles sur ses cuisses. Et donc quand on voit qu'il est à peu près en sécurité, donc on le laisse entre les mains des personnes de la Consolation, la patronne, etc. Et moi je sors. Celui qui est le plus costaud, qui a l'arme à la main, il passe devant moi. Je me suis mis donc à courir derrière lui. Je courais très vite. Hein. Au bout de la ruelle qui longe le collège, il y avait une voiture garée. Et là, il a jeté ses armes sous la voiture. Et il s'engage donc vers la rue piétonne. Celui-là, il ne pouvait pas s'échapper, c'était pas possible. En continuant la rue Saint-Jacques, je vois un monsieur, quarantaine d'années, 40-45 ans, assez athlétique, les cheveux courts, 1m75, qui attire mon attention. C'est pas du tout normal en ce moment-là, et je vois, pour moi, c'est un militaire. Je continue ma route et je vois déboucher de cette rue perpendiculaire, effectivement, le mercenaire. Je le retrouve parce qu'à un moment donné, il est en train de se mettre une casquette, un bonnet. Un bonnet de laine bleue retourné ici, sur le dessus, très concentré, les mains dans les poches, et on voyait le gars, il était aux aguets, il marchait, tac, 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 tac. Je vois qu'il est en train de se diriger vers la gare. Et quand je traverse le boulevard Victor Hugo, je revois le gars que j'avais vu rue Saint-Jacques précédemment, qui avait attiré mon attention. Et là, quand il me voit, il traverse le boulevard. Donc, effectivement, un moment quand même délicat. Donc, je remonte la rue qui mène vers la gare, en regardant de temps en temps dans les vitrines, et effectivement, le gars est derrière moi. Arrivé face à la gare, je me dis, là, l'homme, il va à la gare, il va traverser au passage piéton. Ce qu'il ne fait pas, il s'arrête. Il s'arrête. Et là, il a l'air désespéré. Il regarde à gauche. Il est très nerveux. Très, très, très nerveux. Il regarde... D'après moi, il attendait quelque chose là même. Soudain, il se retourne et il s'aperçoit qu'il est suivi. Puisqu'il m'a croisé. Il s'aperçoit qu'il est suivi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il démarre en trombe, comme un sportif de haut niveau. Il se met à courir. Et à ce moment-là, il y a une voiture de police qui arrive avec les feux. Voilà. Je montre la personne qui, à ce moment-là, se jette au sol. Je vois donc, face contre terre menotté, le galeux qui était là et l'inspecteur du commissariat de Saint-Jean-de-Luz pointant une arme sur sa tête. Donc il y a du monde, ça s'agite, on se concerte avec Pachi, on parle. Il me dit, excuse-moi, mais je ne pouvais pas te rejoindre. Je ne pouvais pas te rejoindre parce qu'il y avait un homme qui suivait. Lorsque Bichente me montre la personne, je lui dis, mais voilà. Tous les jours précédant l'action au bar de la Consolation, tous les jours,
il y avait cette personne-là qui faisait, je sais pas quoi, qui faisait le planton. Là, j'ai tout de suite compris. Cette personne-là, elle était là pour quelque chose. En voyant que je le montre du doigt, avec un petit sourire, il s'approche de l'inspecteur, lui dit quelque chose et lui montre un document ou une pièce, enfin je ne sais pas quoi, que l'on n'a pas pu voir. Moi, je dis au policier, mais monsieur, c'est un policier? Et il me dit exactement, il me dit en quelque sorte oui. Voilà ce que me dit le policier. L'homme arrêté devant la gare de Saint-Jean-de-Luz s'appelle Figueiredo Paulo Fontes. Un mercenaire portugais, formé au sein d'un commando d'élite et devenu expert en opérations secrètes avant d'être recruté par le GAL. Juste avant de mourir en 2013, Fontes brise le silence et livre un témoignage inédit sur son passé sanglant de tueur à gages. Eu faço preço a quem me pede para liquidar X pessoas. Eu avalio a pessoa e faço o preço. No caso dos GAL, era 10 milhões de pesetas por cada morto. Figueiredo Fontes, il va nous expliquer un certain nombre de choses. Il s'est fait recruter en pensant que ce qu'il faisait était fait avec la bénédiction des autorités des deux côtés de la frontière. Et donc il va nous donner des renseignements sur les gens qui l'ont recruté au Portugal, sur les contacts qu'il a pu avoir, sur les lieux où ils ont pu se rencontrer. Quand il arrive sur Bayonne et sur Saint-Jean-de-Luz, il ne connaît pas les lieux. Hein. Donc voilà, pour lui, un bistrot, il y a un autre, hein. Enfin, il faut être clair. Donc là, il y a effectivement quelqu'un qui va lui dire bah, c'est là qu'il faut venir ou c'est là qu'il faut aller. Ça, oui, ça c'est sûr. Ouais. Ce dossier Figueiredo donc, est extrêmement important puisque c'est lui qui a permis la mise en cause du commissaire Amédeo Foussé, en poste au commissariat de police de Bilbao, en Espagne, en tant que donneur d'ordre du GAL. Quando a justiça não permite, quando a lei não permite que se mate o próximo, e o próximo continua a matar seja quem seja, tem que haver uma solução. Como na lei não é permitido matar, pois alguém assume essa parte em matar. Peu à peu, grâce au témoignage de Paulo Figueiredo Fontes, le modus operandi du GAL se précise. Recruté et payé par le commissaire Amédeo Foussé, envoyé au Pays Basque français, il y rencontre un gendarme, Jean-Louis, qui lui indique les cibles et l'accompagne sur le lieu des attaques. Ces révélations mettent en lumière l'implication directe des autorités espagnoles, mais aussi de certains fonctionnaires français dans les opérations clandestines du GAL. On lance un mandat d'arrêt. Pour que le mandat d'arrêt puisse être diffusé, et c'est important parce que s'il n'est pas diffusé, il reste dans le tiroir du juge et ça ne sert à rien, il faut la réquisition du parquet. Et l'avis du parquet, c'était un avis d'opposition formelle à l'émission d'un mandat d'arrêt international contre le commissaire Amédeo. Donc cela montre bien que pour les juges d'instruction, la situation était très très délicate de s'opposer finalement à l'opinion du parquet étant celle du gouvernement français. Et donc il s'agissait pour les juges d'instruction d'exercer leur pouvoir d'enquête sans obéir à la position du gouvernement français. Moi, j'ai fait une photocopie quasiment intégrale du dossier Figueiredo et de quelques éléments d'autres dossiers que j'ai gardés avec moi. Nous avons donc, Christophe Seyss et moi, commencé à imaginer un transport à l'audience nationale de Madrid. On devait partir tous les deux avec l'assistance de, alors, je sais plus, c'est 3 ou 4 OPJ d'un service de la PJ. Le jour du départ, le commissaire de police qui dirigeait cette antenne à l'époque nous a informé
qu'il avait reçu instruction de Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur de l'époque, de ne pas nous accompagner. Il n'y a évidemment pas besoin d'être grand clerc pour en déduire que le gouvernement français était réticent à ce que les investigations soient couronnées de succès. Oui, on était un peu seuls, oui. On était un peu seuls, ouais. Le retour de la droite au pouvoir en 1986 marque un tournant décisif dans la lutte antiterroriste et la fin du GAL. 3 mois après le dernier attentat, 55 réfugiés basques sont directement remis aux autorités espagnoles par une procédure d'urgence absolue, plus simple et plus rapide que l'extradition traditionnelle. Les sommets franco-espagnols sur la sécurité se multiplient. La coopération est totale. J'ai considéré, quand j'ai été nommé Premier ministre, qu'il n'était pas concevable que la France puisse servir de base ou de refuge à des terroristes agissant sur le territoire d'un pays de surcroît démocratique, allié et ami. On peut parler de lune de miel parce que les grands problèmes qui étaient le problème basque et l'entrée de l'Espagne dans la communauté européenne, dans le marché commun, tout cela maintenant, c'est d'une certaine façon derrière nous. L'enquête initiée par les juges français se poursuit en Espagne. Le juge Baltasar Garzón, chargé du dossier, ordonne l'incarcération du commissaire espagnol Amedo Fuset et de l'inspecteur espagnol Michel Domínguez, accusés d'être les commanditaires du GAL. No se llegó a concretar ni a probar cuál había sido el sistema de pagos a los mercenarios. Es decir, hay que tener en cuenta que la investigación que se consiguió no fue con la colaboración de todas las autoridades españolas, es decir, fue sin la colaboración de ninguna de ellas, con un bloqueo en ese momento absoluto respecto de los fondos reservados, y el matiz de los fondos reservados solo apareció por, digamos, el error del director general de la policía, que dijo: este viaje de Amedo Fuset y Michel Domínguez se pagó con fondos reservados. Y en mi caso, que fui yo, dije: ¿esto qué es? ¿Fondos reservados? Deme más información. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Cuánta cantidad? ¿A qué responden? Y ahí es donde se generó la confrontación y finalmente dijeron: no se da información porque son materia reservada, es secreto oficial, de acuerdo con la ley de secretos oficiales. Objet de tous les sarcasmes, le juge Garzón poursuit ses investigations, aidé de 2 policiers seulement. Quand 2 aveux vont enfin permettre de remonter la chaîne des donneurs d'ordre et d'identifier les contacts noués avec certains politiques, les complicités au sein des services de police, l'implication de fonctionnaires français et surtout l'argent. Beaucoup d'argent secret que le gouvernement espagnol injecte dans le contre-terrorisme. Les actions en justice se multiplient, mettant en lumière l'organigramme complexe du GAL. Au sommet, ces escadrons de la mort, créés et imaginés par la haute hiérarchie de l'État espagnol. Lo que yo me planteo es que hay una acción criminal que no es casual, que hay obviamente una organización detrás, que hay elementos que conforman lo que caracteriza a un grupo criminal, mafioso, y entonces llego a determinar que debe de haber una estructura, y que esa estructura, si además comporta la participación o la presunta participación de funcionarios, tiene que ver con una estructura policial, oficial et institutionnelle espagnole. Le GAL est désormais un scandale d'État et plonge la société espagnole dans une profonde tourmente. En Espagne, ce soir, 2 anciens ministres socialistes du gouvernement de M. Felipe González sont entrés en prison. Une quinzaine de personnalités espagnoles sont impliquées. Députés, ministres, secrétaires d'État, hauts gradés militaires. Et même Felipe González, parfois présenté par certains membres du GAL comme le fondateur et dirigeant des commandos responsables des 27 meurtres. Felipe González réchappe cependant à toute mise en accusation.
los GAL aparecen como un instrumento, una desviación de la lucha contra ETA, como diciendo, bueno, si no funciona o no responde el Estado, vamos a hacerlo de otra forma. Y es pasar esa línea roja que en un Estado de Derecho no puedes hacer y que si tienes poder institucional no debes de hacer. ¿Por qué se hizo? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Debería de profundizarse. ¿Por qué en Francia no se llegó más en profundidad? Porque los individuos estaban allí, los órganos judiciales estaban allí, las fuentes de información estaban allí. Hombre, y en la medida que las investigaciones españolas avanzaron, podían haber sido utilizadas también por las autoridades judiciales francesas. Pues realmente sí es un déficit y tienen mucha razón las víctimas de los GAL de decir qué pasó con las instituciones judiciales o en general francesas respecto de los GAL, que no dieron esa respuesta que curiosamente finalmente sí se dio desde España, al menos en parte. En France, aucune suite judiciaire n'est jamais donnée aux révélations espagnoles. Des seconds rôles sont libérés faute de preuves ou relâchés à la suite d'un grand nombre d'erreurs d'instruction. Des petites mains recrutées dans le milieu marseillais, bordelais ou parisien comparaissent devant la justice. Une bonne vingtaine de dossiers restent aujourd'hui en souffrance. On m'a dit que c'était un mec qui avait une vingtaine d'années, qui avait été payé 20 millions de francs à l'époque pour tuer quelqu'un et en fait il s'était trompé. Voilà. Et paradoxalement, c'est pas trop à ce mec-là que j'en voulais en fait. C'était plus à ceux qui l'avaient payé pour faire ça. En fait, j'imaginais un mec de 20 ans, parce que j'avais quasiment le même âge à ce moment-là, et je me disais comment on peut arriver à 20 ans. Et je me suis dit, ben, peut-être qu'il avait vraiment besoin d'argent, et enfin voilà, essayer de trouver une raison d'avoir fait ça. Je sais pas, il a été payé par la police pour tuer un mec, et il s'est planté. Et là, qui voulait tuer, en fait ? Non, voilà. Le GAL se révèle sous son vrai jour. Une organisation hétéroclite, composée de policiers espagnols, de militaires, de membres des services secrets et de mercenaires d'extrême droite, de soldats perdus de l'OAS, de petits voyous recrutés dans le milieu mafieux. Dans son livre, Amédo Foussé détaille les liens personnels tissés avec certains policiers français pour obtenir des informations sur les réfugiés basques. Parmi ses contacts, le mystérieux Jean-Louis, ce gendarme qui accompagnait les mercenaires sur le lieu des attentats. Pas de nom de famille, mais un prénom, bien français. Le ministère de l'Intérieur a bien lancé une enquête sur la police des Pyrénées-Atlantiques et muté quelques fonctionnaires, mais rien de plus. Il s'est arrêté en chemin. Pas de vague. Pourtant, dès 1983, des documents provenant des services de la sous-préfecture de Bayonne avaient été retrouvés dans la poche d'un mercenaire du GAL. Que l'on trouve des fiches administratives, je dirais, sur les fiches individuelles des services sur les auteurs de telles exactions, des vrais assassinats de militants politiques, sont des documents administratifs qui ont dû s'évaporer à un certain moment avec des complicités internes, c'est évident. Mais ce n'était pas les nôtres. La grande question qui reste, voilà, c'est de savoir s'il y a eu des liens, des complicités, des facilités, des connivences, appelez ça comme vous voudrez, du côté de services français plus ou moins officiels. Voilà, ça reste la question. On parlait tout à l'heure du fameux Jean-Louis qui aurait convoyé Figueiredo Fontes entre Bayonne et Saint-Jean-de-Luz. Oui, j'aurais bien aimé l'avoir, lui. Ouais, c'est sûr. C'est pas tellement par amour-propre, hein, c'est surtout parce que, voilà, c'est des questions qui restent en suspens et c'est des réponses qu'on n'a pas pu apporter aux victimes de l'époque.
la morale de cette histoire, c'est que si vous voulez comprendre l'État français à avoir telle politique ou tel changement de politique, vous lui foutez sur son sol une milice barbouzarde qui fout une partie de son territoire à feu et à sang, qui répand la terreur, et au bout de 2 ans et demi à peu près, vous aurez satisfaction. C'est ça quand même, hein, le GAL. Il n'y a jamais eu de commission d'enquête en France. Et je ne pense pas qu'il y en aura. Que peut-on dire aux victimes des GAL et à leurs enfants et petits-enfants ? Qu'ils ont peut-être été sacrifiés sur l'autel de la raison d'État ? Oui. Ils ont été sacrifiés sur l'autel de la raison d'État. Comment honorer les victimes ? Ici, au Petit Bayonne, certains reviennent sur les lieux du crime pour mettre des visages sur les noms des disparus. Ces passeurs de mémoire ravivent la chronique d'une guerre oubliée. En fait, ça faisait 35 ans que mon père était décédé, donc la première fois que j'ai pu m'exprimer à ce sujet, raconter notre histoire. Et ouais, j'ai eu comme un poids qui s'était enlevé. Et en fait, raconter son histoire, c'est une chose, mais se voir raconter son histoire, c'est prendre conscience, en fait, que... En fait, je n'étais pas spectatrice, quoi. En fait, ce truc-là... on l'a vraiment vécu, quoi. Et là, c'est vraiment prendre conscience que ouais, c'était dur et c'est toujours difficile. Mais voilà, que c'est pas une histoire qui vaut un entrefilet dans un journal, quoi. C'est vraiment... et d'où l'importance du témoignage, en fait. Nunbait, batzutan badirudi errefuxiatu izaterakoan edo militante edo independentista izan baldin badira batzuk, justifikatua izan daitekela bizi normal bat egiten duzu eta iraila izatea. Beraz, uste dut garrantzitsua dela hori agertzea. Hori urtea initz pasa dira, ahaztura batean ez da erori behar. Iduritzen zait, bai garrantzitsua dela zintzotasunez eta gardentasunez aipatzea herri hontan gertatu den krudeltasun guztia. Eta ez aipatzea bakarrik, ez egitea bakarrik gatazka politiko honen irakurketa bat eta ongi agertzea, sufrimendua ez dela alde batean egon eta sufrimendua biziki latza eta egon dela denetan. Cuando había asesinatos, pues unos decían, bueno, es en Francia. 2, bueno, si son de ETA. Bueno, es que no son de ETA. Bueno, algo tendrán que ver. Es muy grave, pero la insensibilidad de la sociedad es así. Aquí se debatió mucho tiempo si las víctimas de los GAL se consideran como víctimas del terrorismo o no. Para mí son víctimas del terrorismo, no me cabe la menor duda. Soit on part du principe que on a un devoir de mémoire envers toutes les victimes du terrorisme, et à ce moment-là, les gens qui ont été touchés par le GAL en font partie. Soit quoi? On va faire le tri. Entre qui et qui? Il y a des mauvaises victimes, il y a des bonnes victimes. Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai vu des mises en cause, des auteurs de tout poil, de toutes sortes. J'ai vu aussi des victimes de toutes sortes. Mais une victime, c'est une victime. À Bayonne, à Hendaye,
à Saint-Martin d'Arossa, la sale guerre du Gall a marqué les années 80. En Espagne, elle incarne un scandale d'État. De l'autre côté des Pyrénées, Paris a choisi de reléguer cette guerre encombrante aux marges des récits officiels. Aucune commission d'enquête parlementaire, aucune reconnaissance institutionnelle. Une guerre qui s'écrit au creux de ces années 75-95, parfois utopique, souvent prophétique, toujours violente. Derrière cet acronyme étrange, Gall, se cachaient de curieuses silhouettes de barbouzes que Paris a préféré gommer de l'histoire nationale, et des familles de victimes à jamais dans le tourment.